Salut à tous, ici William Pérusse. Vous voulez jubiler? Parfait. Ben écoutez-moi ça. Parlons d'immigration. Vous dites que l'immigration menace notre civilisation. Vous cherchez dans votre livre à légitimer la théorie du grand remplacement. Ah bon? Il veut que des élites s'organisent une espèce de mise en minorité des Français dits de souche par des immigrés venus de l'extérieur de l'Europe. Dans votre livre, vous dites ça vaut la peine de réfléchir là-dessus. Ben, premièrement, Pourquoi vous défendez une théorie conspirationniste et raciste? Premièrement, je n'utilise pas la référence au grand remplacement. Je ne considère pas que c'est un terme qui est tellement usé qu'il n'est plus utilisable aujourd'hui. Ensuite, vous savez, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Jean-Luc Mélenchon, en France, homme de gauche, même de gauche radicale, dit le grand remplacement, il existe. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça va renouveler nos sociétés, ça va nous transformer démographiquement. Donc, je constate que le grand remplacement, c'est pas un concept que j'utilise. J'insiste. Mais quand certains disent ça existe et c'est mal, bien, ça, c'est une théorie conspirationniste et raciste. Si vous dites ça existe et c'est bien, alors là, vous êtes un progressiste remarquable et cosmopolite. Laissons de côté ce concept de grand remplacement que je n'utilise pas et parlons simplement de réalité. Une immigration si massive qu'elle déborde nos capacités d'intégration. Quand vous voyez ça sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça peut donner ce qu'on voit en Belgique aujourd'hui, à Bruxelles. Vous voyez à Londres aussi. Puis à Montréal, dans 10, 15, 20, 30 ans, parce qu'on a une immigration qui dépasse largement nos capacités d'intégration, à Montréal comme à Laval, le français va devenir minoritaire. Et si on ne comprend pas que le fait de devenir minoritaire chez soi, le fait de devenir étranger en son propre pays, et pourquoi? Dans notre cas, parce que le fait de parler français, ça va être un accommodement raisonnable qu'on va nous accorder dans quelques années, parce que dans les faits, nous ne serons plus la norme. Vous allez voir, à ce moment-là, peu importe la manière dont vous nommez ça, ce n'est pas agréable. Dédaigner l'idée d'un grand remplacement sous prétexte que ce serait une théorie conspirationniste et raciste est, respectivement, hypocrite et faux. Vulgarisons le concept du grand remplacement. Présenté par Renaud Camus dans un ouvrage éponyme, le grand remplacement explique que les élites politiques européennes, et occidentales de manière générale, organisent le remplacement des populations historiques, des autochtones, des peuples fondateurs européens, par l'afflux de populations immigrées de provenance extra-européenne pour le cas de l'Europe, et globalement non occidentale pour ce qui est du reste de l'Occident. Le dessein de tout ça serait donc de faire disparaître, par la force démographique, les peuples européens. Disons-le, les peuples blancs. Ça, c'est, en version très courte, comme ta graine, ce que dénonce le concept du grand remplacement. Si vous voulez la version longue, faites-moi un don sur Patreon, lien en description. Ou juste acheter le livre de Renaud Camus, non? Oui, aussi. Donc maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on s'est entendu sur la définition du grand remplacement, peut-on qualifier la chose de théorie conspirationniste? Ben, à première vue, oui. On parle quand même d'un remplacement de population qu'organiseraient des élites malveillantes contre des peuples originels ahuris, inconscients de leur effacement d'abord culturel, puis démographique. Bref, on parle d'un complot étatique. Donc, complotiste, oui. Mais théorie, plus vraiment non. Je vous laisse en description le lien d'un article du média Québec Nouvelle qui en parle bien mieux que moi. D'ailleurs, pour vous amuser un petit peu avec les grands dénonciateurs de complotistes, débusquez le pourfendeur de Covidio dans votre entourage et demandez-lui ce qu'il pense du 11 septembre 2001. Les attentats, là, pas la date, je précise, parce que les New-Yorkais eux-mêmes ont l'air d'avoir oublié, donc bon. Vous découvrirez avec amusement que même les anti-complotistes sont eux-mêmes complotistes. Parce que tout le monde est complotiste, simplement pas pour les mêmes sujets. Bref, ça c'est pour le volet complotisme. Le racisme, Master. Et là, pour tous les gauchistes qui s'apprêtent à commenter, j'ai un chandail noir, fait que j'ai le droit d'en parler, fermez vos yeux. Le concept de grand remplacement est-il raciste? Non. Je vais même vous dire qu'il n'est même pas xénophobe. Le racisme se caractérise, à minima, par de la discrimination ciblée, voire une hostilité envers un groupe donné en fonction d'un critère racial ou ethnique. Et vous remarquerez que les seules mises en cause dans la théorie du grand remplacement, ce sont les élites politiques. Seules les élites et personne d'autre se retrouvent acculés au banc des accusés. Et ce dont les accuse le concept de grand remplacement, c'est d'avoir mis en branle un plan génocidaire sur le plan culturel puis démographique. Bref, ce dont les élites ici se voient accusés, c'est pas très doux. Mais les migrants sont accusés de rien du tout via cette théorie. Ils n'y sont présentés que comme les pions utiles au projet mortifère des élites occidentales, donc blanches, complètement démontes. Donc non, aucun racisme dans cette théorie. Il peut y avoir des racistes qui la défendent et d'autres racistes qui la dénoncent.
Et de toute façon, comme le dit MBC, si t'applaudis le phénomène, il existe. Et si tu le critiques, c'est une théorie hétéraciste, donc bon. Mais fondamentalement, la théorie elle-même, le concept lui-même, n'est pas raciste. Cela dit, c'est tout de même décevant, quoique extrêmement prévisible, de voir que Guillaume Lepage n'a strictement rien retenu du précédent passage de Mathieu Bock-Côté à son émission. Oui, mais Mathieu, est-ce que ça invalide à vos yeux les requêtes des groupes minoritaires pour plus d'inclusion? Mais lesquels et que veut dire l'inclusion? Moi, fondamentalement, si vous me dites l'inclusion, on est tous d'accord. Qu'on me présente qui est contre l'inclusion. Mais le respect, l'inclusion, Si vous ajoutez le respect, on est tous pour le respect, la tarte aux pommes, et on est tous pour la fin de la pandémie. On est tous pour ça. Guillaume Lepage a une pensée si juvénile, si enfantine. Sa rhétorique est une insulte au bon sens. Pour lui, si on balance telle accusation et telle accusation et telle accusation, elles deviennent forcément vraies. Parce que ces mots étant si chargés, si infamants, que si on les balance, c'est forcément et obligatoirement pour une bonne raison. Et il ne faut rien chercher à remettre en question. Il ne faut surtout pas tenter de comprendre ce que certains essayent d'instaurer en cachette, derrière ces belles accusations morales devenues trop souvent des chevaux de Troie. Tiens, encore là. Oui, mais la liberté de parole, Oui. quand c'est des propos haineux, Alors, est-ce que ça reste la liberté de parole acceptable? je crois qu'on va voir un échange qu'on a eu il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on entend par propos haineux? Ben, je vous pose la question. Je le constate qu'aujourd'hui, si, par exemple, je redonne mon exemple de tantôt, madame est devenue monsieur, Oui. et en tant que monsieur, il accouche. Je suis désolé, mais non, jamais un homme ne pourra accoucher. Dire cela en Europe, vous pouvez être accusé de transphobie. Si vous constatez, c'est un propos haineux, si vous constatez aujourd'hui qu'il y a une crise avec l'immigration massive, qui fait en sorte qu'il n'y a pas la rencontre des cultures pour donner un choc des cultures, on peut vous accuser de racisme et de xénophobie. Donc le concept de propos haineux aujourd'hui sert dans les faits à criminaliser, à pénaliser toute remise en question d'une forme de, vous savez, le progressisme obligatoire, le politiquement correct. Ouais. Donc, évidemment, la haine, c'est mal pour tout le monde. C'est par exemple, si je vous disais, Guilla, que je vais vous lancer une hache au visage, vous diriez que c'est haineux, n'est-ce pas? J'ai l'impression. Oui, Oui. parce qu'il a déjà dit parce qu'il a déjà dit qu'il voulait me lancer une hache au visage. Donc ça, pour moi, c'est haineux, par exemple. OK. Mais, je pardonne. Mais cela dit, moi, je ne parle pas de ça. Je parle de propos politiques. Et je constate qu'aujourd'hui, on cherche à pénaliser ce qui relève globalement du conservatisme. OK. À la réponse de Mathieu Bock-Côté, j'ajouterai une seule et petite question pour Guilla. Définis-nous ce qu'est un discours haineux. Donne-nous des exemples. Car trop de gens de nos jours, dont l'animateur de cette émission, confondent allègrement, sciemment ou inconsciemment, discours haineux et discours déplaisant. Censorship's an issue because they choose what they erase. There's the difference between hate speech and speech that you hate. Et surtout, ce n'est pas parce que quelqu'un, même l'un de vos petits protégés, même l'un de vos petits concernés à géométrie variable, prétend que certaines paroles sont haineuses que forcément c'est vrai. L'acquis n'existe pas. Tout s'apprend. Personne ne naît avec une connaissance acquise sur un sujet donné. Voilà pourquoi j'exècre ceux qui affirment comme une vérité d'évangile qu'on devrait absolument écouter la parole, voire se plier à la parole et aux volontés, par exemple, des Noirs au sujet du racisme. Parce que Noirs, ils auraient la science infuse sur ce sujet. Et ne venez pas essayer de mêler un vécu supputé à tout ça parce que personne n'a le même vécu que son voisin à la ligne près. Selon nos gauchos, les Noirs en sauraient forcément plus que tout le monde, ou en tout cas plus que les Blancs, au sujet du racisme grâce à leur couleur de peau. C'est un raisonnement binaire, racialiste au mieux, raciste au pire, et c'est surtout un discours absolument inapplicable, puisque ne considérer que l'avis des Noirs sur cette question, sur la question du racisme, obligerait tout le monde à penser qu'à la fois Fabrice Ville, Greg Toussaint, Webster, Candace Owens, Tanguy David, Will Smith et Bryson Gray ont tous simultanément raison sur la question raciale. C'est impossible. Les avis divergents existent et c'est tant mieux. Mais la vérité plurielle n'existe pas. Il n'existe qu'une seule vérité. Et c'est moi qui la professe. D'ailleurs, pour tous ceux qui, comme moi, exècrent le gratin merdiatico-artistique et sa moraline hypocrite, défaillante et incohérente, voici un autre petit extrait pour votre plus grand plaisir, c'est cadeau. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés à la souveraineté propulsée par l'identitaire comme vous le proposez, vous. Proposé par un repli sur soi qui était très différent du projet de René Lévesque. René Lévesque, vous connaissez sa formule dans un discours très important. Il dit qu'il y a 2 ministères de l'immigration au Canada. Un à Ottawa pour nous noyer et un à Québec pour enregistrer la noyade. Est-ce que René Lévesque était identitaire, selon vous? Oui, sauf que quand tu viens dans un pays, je prends l'exemple des Américains. Non, ça, je veux savoir s'il était identitaire ou non, René Lévesque. Quand il dit ça vous choque? Non. Bon, alors moi je dis la même chose, donc je vous choque pas.
Oui, mais c'est que vous le dites 30 ans, 40 ans après lui. Bon, globalement, ce passage de Mathieu Bock-Côté à Tout le monde en parle est tout aussi décevant que le précédent. C'est à peine s'ils ont pu parler de son livre, tellement Mathieu Bock-Côté a juste été coincé à devoir répondre à leurs invectives à peine voilées. Je dirais même que ce passage-ci était encore plus agaçant que le précédent, puisqu'on constate, encore une fois, combien nos élites culturelles sont limitées intellectuellement, combien leur moraline gauchiste ne fonctionne que chez eux, qu'auprès d'eux. Mais j'aime bien cette entrevue. J'aime bien ça, c'est un bon divertissement. Mathieu Bock-Côté les aplatit un à un. C'est meilleur que n'importe laquelle des séries télévisées qui existent, puisque là, c'est une mise à mort réelle. Oh mon Dieu, William Pierre s'appelle à la mort de nos artistes. Oh là là, quel fasciste. Comprendrez ce que vous voulez comprendre. Bref, eux sont débarqués avec leur morale incohérente. Mathieu Bock-Côté a riposté avec ses faits et sa logique. C'est un doux spectacle, je vous laisse un lien en description pour que vous puissiez en profiter. Du grand art, si je puis dire. C'est très beau à voir, même si c'est inquiétant. Parce que c'est quand même ces gens-là, subventionnés, que l'État nous oblige à porter au nu, en ne nous proposant aucune alternative, aucune voie dissidente. Mais heureusement, je suis là. Vous souhaitez lire ce que l'État, ce que la gauche, ce que les médias et ce que la clique du petit Guillaume Lepage ne veut pas que vous lisiez? Procurez-vous mon excellent roman « Ferme ta bouche », le roman choc de l'année. Quelques thèmes survolés dans cette entrevue et dans cette vidéo s'y trouvent ici approfondis. Le tout sur fond d'une histoire criminelle glaçante et basée sur des faits réels. Comme MBC sur le plateau de TLM-EP, ce roman va choquer les élites avec un Z. Et comme MBC sur le plateau de TLM-EP, ce roman va plaire au peuple. Lien en description. Allez, salut! Censoring the facts turns our children into idiots. They claim it's for our safety. I'll tell you what it really is. Removing information that empowers all the citizens. The truth doesn't damage points of view that are legitimate. They're trying to change amen to amen and women. How'd we let them make praying a microaggression? Instead of asking God for the strength to keep winning, we cheat to get ahead and then we ask him for forgiveness. Feminism used to be the most righteous of fights, but these days it feels like they secretly hate guys. I don't trust anyone who bleeds for a week and don't die. I'm just kidding, but everything else that I said is right.